Bonjour à tous, on est vraiment heureux d'être ici. Je me présente, mon nom est Samir Sabar et Guillaume Lemay aussi qui nous accompagne aujourd'hui. Donc en gros, j'ai été le gestionnaire du projet pour la délégation de la maîtrise en gestion de projet de cette année. On a été au Brésil et Guillaume était le gestionnaire de projet pour la délégation 2016 en Asie du Sud-Est. Donc, on va vous parler aujourd'hui des perspectives en gestion de projet à l'international dans un contexte d'innovation technologique et sociale. Guillaume va plus vous parler de la portion innovation technologique et moi, ça va être plus de la portion innovation sociale. Donc, on est très heureux d'être avec vous. Bienvenue alors à cet webinaire du PMI Montréal. En tant que la plus grande section de la francophonie, le PMI Montréal est fier de vous présenter du contenu webinaire en français. Juste quelques petits mots avant sur... ça ne sera pas bien long, pardonnez-moi. Donc, juste quelques petits mots sur le PMI. En fait, c'est plus de 4600 membres à Montréal. C'est le plus grand chapitre francophone au monde. Et c'est le 4e plus grand chapitre au monde, donc ce qui fait l'un des chefs de file en termes de chapitre du PMI. C'est le premier chapitre canadien aussi pour votre information. Donc on va passer maintenant à une présentation un peu de la délégation. C'est quoi? C'est Guillaume maintenant qui va vous présenter un peu c'est quoi. Effectivement, donc déjà depuis 6 ans, il y a une délégation de jeunes professionnels de la gestion de projet d'une maîtrise de l'ESG-UQAM qui quitte le sol québécois afin d'aller explorer, grosso modo, les bonnes pratiques et les méthodes de gestion de projet à l'étranger. La délégation MGP, ça a pour objectif de développer, le développement et le partage des connaissances de la communauté en gestion de projet envers les pratiques de gestion innovantes. Il s'agit de projets d'envergure internationale de notre maîtrise en gestion de projet et les élèves qui participent travaillent plus d'un an là-dessus pour préparer la mission, partager les connaissances acquises au retour et bien sûr lors du séjour à l'étranger être dans les rencontres et en profiter à quelques mesures. Chaque année, entre 6 et 8 élèves de l'équipe et un professeur accompagnateur investissent plus de 3000 heures dans le projet afin de concevoir les orientations, choisir les destinations, établir un agenda, organiser la logistique, financer la mission. Donc, c'est plusieurs volets d'organisation de projet qui sont touchés là, lorsque chaque année une nouvelle cohorte s'installe et prend part à la délégation. Les délégations précédentes ont été en Chine, en Australie et en Scandinavie, et nous-mêmes, donc Asie du Sud-Est et au Brésil, les 2 dernières années. On a parcouru plus de 23 000 kilomètres. Les 2 dernières années, nous avons rencontré un total de 36 organisations, évidemment dans une perspective d'échange sur les pratiques et les réalités qui nous sont proches. On croit fortement que le partage des connaissances doit s'étendre au-delà de nos frontières. C'est un peu un motto de la délégation. Donc, des conférences comme celle-ci aussi permettent localement de diffuser ce que nous avons appris, ce que nous avons remarqué. Et on espère qu'il y en ait le plus possible comme ça et que ça dure plusieurs années. Si je peux me permettre, de mon côté Innovatie, notre focus était principalement sur les projets d'innovation technologique tels que les villes intelligentes et numériques. Donc, ce que nous regardions, c'était principalement ce qui se passait côté asiatique. C'est certain que dans les dernières années, là, Montréal parle beaucoup du plan de la ville intelligente et numérique. Et donc, c'était dans un effervescence que nous voulions aller en Asie du Sud-Est découvrir ce qui se faisait à l'étranger. Donc, avec l'aide de nos partenaires, professeurs et plusieurs professionnels du domaine, nous avons pu concevoir ce projet-là et visiter les villes de Singapour, Cyberjaya et Putrajaya et Kuala Lumpur, en janvier 2016. Donc, ça fait déjà 1 an. Il a fallu creuser un peu dans la mémoire, mais c'était tellement de bons souvenirs. Les organisations rencontrées, donc sur place, on a eu la chance de voir des organisations de tout genre. Donc, ça fait un topo complet de l'innovation technologique. C'est ce qui nous a mis le focus sur les organisations que nous sélectionnions. C'est plus de 20 organisations rencontrées. Il y a des associations telles que le PMI en Malaisie et à Singapour, des regroupements de start-up comme Magic, l'Impact Hub, donc des organisations gouvernementales et des ambassades et des universités mondialement reconnues dans les 2 secteurs, donc en Malaisie et à Singapour.
Je vous laisse, Samir, présenter brièvement la récente délégation qui est allée au Brésil en janvier dernier et on creusera plus amplement sur mes découvertes et faits intéressants par la suite. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Juste encore un petit rappel pour ceux qui viennent de se joindre à la rencontre. On a quelques petits ennuis techniques au niveau de la luminosité. On a un fusible qui a cassé juste quand on a commencé la conférence. Donc, désolé pour ce désagrément. Et aussi vous rappeler que peu importe, pendant la rencontre, il n'y a aucun souci au niveau de la conférence. Vous pouvez poser des questions. On va répondre aux questions à la fin. On a déjà prévu une période de questions. Donc, gênez-vous pas pour poser des questions tout de suite. On va pouvoir les prendre par la suite. Donc, maintenant, je retourne. Au niveau de la délégation Mosaïka, c'est la délégation de la maîtrise en gestion de projet 2017. En fait, dans le cadre de notre maîtrise, on a énormément eu de cours sur la méthodologie en gestion de projet, sur la planification de projet, nécessairement, la structure de découpage de projet. Et en fait, on a voulu approfondir un thème qui était plus en lien avec le contexte des projets. Donc, pas nécessairement en lien avec la méthodologie. Oui, la méthodologie aussi, mais en lien avec un contexte particulier qui fait en sorte qu'on ne peut pas utiliser nécessairement toujours les mêmes outils. Donc, nous, on a décidé d'utiliser le contexte de l'innovation sociale. Je vais développer un petit peu plus tard. On a été au Brésil, le Brésil qui est un des chefs de file, notamment avec certains pays scandinaves et le Québec, qu'on a découvert, qui était un des chefs de file aussi dans le monde en termes d'innovation sociale. Donc on a été au Brésil, à Sao Paulo, Campinas et Rio de Janeiro. On vient de revenir en février, en fait, le 28 janvier, c'était notre date de retour. Donc on vient de revenir en 2017, j'ai bien hâte de vous en parler un petit peu plus. Donc, je vais laisser à Guillaume maintenant. Ah oui, pardon, excusez-moi, mais au niveau des organisations, on a rencontré plusieurs organisations. Donc, vous voulez avoir une vue 360 en fait de l'innovation sociale au Brésil. Donc, on a tant rencontré des organisations comme la Banque de développement social du Brésil, qui est une banque de financement en fait, que des coopératives d'habitation, des OSBL. On a même rencontré le gros Rio Tinto pour voir exactement c'est quoi leur rôle à jouer sur l'innovation sociale. Des universités aussi, on est allé rencontrer l'UFRJ, qui est une université à Rio de Janeiro, une des plus grandes universités au Brésil. Donc ça fait en sorte que des fois, on a même eu la chance de rencontrer en fait le créancier et la personne qui se faisait financer par ce créancier-là dans l'espace de notre séjour. Ça a été très, très intéressant. Ça nous donne une vue vraiment 360 de l'innovation sociale au Brésil. Merci, Samir. Donc, je vous plonge maintenant dans le monde futuristique d'innovation des Smart Cities. On a fait beaucoup de recherches sur le sujet. On a publié plus d'une dizaine d'articles sur notre site web, donc à travers les réseaux sociaux, et on a présenté un rapport final qui relate un peu nos multiples rencontres, nos réflexions et observations sur la gestion de projet, spécifiquement aux villes intelligentes et numériques. On fait un petit topo avec vous aujourd'hui, question de vous en donner un peu soif. Là. Première question, bonne question, qu'est-ce qu'une ville intelligente? Et je ne veux pas embarquer trop dans le détail pour vous de l'autre côté, simplement voir que c'est quelque chose qui se discute, qu'il y a plusieurs définitions disponibles et que chacun peut se rallier derrière une ou l'autre. Ce que je mets de l'avant et qui m'importe beaucoup et que je vois que c'est la distinction à faire, c'est l'esprit de collaboration entre les acteurs et ça inclut les citoyens. Donc, on a beaucoup une notion de gestion des parties prenantes, d'implication des utilisateurs finaux qui est au cœur même de tout ce qui est projet Smart Cities et tout ce qui en découle autour. Donc, on peut voir une ville intelligente comme celle qui allie le développement urbain et le développement humain. Donc, si vous avez des oppositions, des suggestions sur les définitions, vous nous proposerez. Voilà le topo que je voulais en faire simplement. Ce que je vous présente dans les prochaines minutes, c'est la vue sur ce que nous avons retenu de la Malaisie. Donc, on parle de villes ultramodernes. Singapour, la grandeur de leurs ambitions. Petit examen intéressant des deux régions de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique du Nord. Et discussion sur les changements de modèle pour les villes de demain. Du côté de la Malaisie, attendez un petit peu. OK. Donc, c'est vraiment ce que je retiens de l'endroit. Donc, il y a beaucoup de projets urbains qui se développent du nord au sud,
La Malaisie est en pleine expansion. C'est des villes un peu qui sortent de nulle part, je dirais. Donc, qui naissent sur des terrains vierges et qui se sont bâtis de A à Z sans même avoir d'utilisateurs, de citoyens à l'intérieur. C'est une vision différente, clairement, là, de ce que peut être une ville, parce qu'on part from scratch, excusez l'anglicisme. Il y a beaucoup de technologies qui y sont testées, donc c'est des villes en même temps qui sont des laboratoires à grandeur réelle. Les lieux sont souvent assez intéressants. Là. Si on regarde les images, on est sur le bord de l'eau. Bon, la Malaisie est remplie de nature, de forêts luxuriantes donc c'est très paradisiaque. Disons. Ils n'ont pas choisi les endroits par hasard. La plupart des projets sont en construction actuellement. Il y a des projets plus spécifiques que d'autres que j'aimerais dénoter. Là, on parle de exemple Putrajaya, qui est un bon exemple de développement urbain et d'innovation technologique dans le sens où ça a été un peu la relocalisation des entités gouvernementales de la Malaisie. Un peu, on peut penser à notre Ottawa de chez nous. Donc, il y a beaucoup de congestion autour de la région de Kuala Lumpur et c'est une façon de s'assurer d'avoir une meilleure communication, une meilleure fluidité à travers les entités gouvernementales, de les localiser tous au même endroit. C'est une ville super techno qu'on a eu la chance de visiter. C'est à 30 minutes de Kuala Lumpur, qui est la grosse ville de la Malaisie. De l'autre côté, il y a des villes comme Cyberjaya, c'est des gros projets démarrés en 97 dans ce cas-ci, presque terminés. Ça représente une multitude, c'est un corridor multimédia qui a été construit à l'intérieur de la ville. Donc, c'est beaucoup de grosses sociétés qui s'y sont installées et qui en font leur siège social. Il s'agit à la fois d'un centre de recherche, un espace créatif. Il y a des gros centres start-up qui sont installés aussi là-bas. Il y a un Living Lab. Donc, c'est vraiment le but qu'ils cherchent à créer de l'autre côté. Puis de l'autre côté, ce qui est comique aussi, c'est que il y a des grosses villes, les villes sont nouvelles, mais il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, il n'y a pas beaucoup de citoyens. C'est ce que je retiens là-dedans. On voit que, justement, le focus n'a pas été nécessairement sur les utilisateurs avant de créer les villes. Par contre, ce que je retiens aussi, c'est que c'est dur de faire des projets, développer une ville from scratch en ayant des considérations à avoir pour des citoyens. C'est comme s'ils le faisaient à l'envers de leur côté. Maintenant, ils focus pour attirer des gens à vivre là et des entreprises. Versus une ville déjà existante qui, elle, doit essayer d'innover, d'améliorer sa gestion à plusieurs niveaux. C'était très intéressant de voir la distinction. Ce n'est pas de la même façon que nous le faisons ici, disons. Côté de Singapour, ce que je retiens, comme je vous disais, de grandes ambitions. C'est impressionnant tout ce qui se développe là-bas. Donc, Singapour étant une nation, on pourrait le qualifier de pays, mais c'est la grosseur d'une ville. C'est le double de la grosseur de Montréal. Et évidemment, ce qui se brasse là-bas est très innovant. Ils ont donc plusieurs cas de maisons intelligentes, de systèmes de santé connectés, un péage urbain qui est là depuis longtemps, mais qui est automatisé, qui est intelligent et qui permet de collecter des données en temps réel. C'est vraiment l'environnement parfait pour y tester des technologies dans un secteur où il y a suffisamment de gens aussi pour que ça devienne pertinent. Ils sont même en train de mettre en place un projet de taxi sans conducteur. J'ai eu des lectures récemment là-dessus. Bon, quelques petits accidents de parcours, mais sont quand même prêts à déployer d'ici 2018 75 véhicules pour tous les jours là, qui vont être en service pour déployer pour les taxis. Puis ils veulent couvrir toute la ville d'ici 2020. Clairement, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer ici. C'est une réalité asiatique qui n'est pas la même non plus. Mais c'est impressionnant de voir qu'est-ce qui se font. Puis ce que je retiens surtout derrière ça, derrière tout ce qui bouge, ça fait 50 ans seulement que Singapour existe. Et la croissance qu'ils ont est fulgurante comparativement à l'Amérique du Nord. Et c'est derrière ça ce qui explique un peu en partie, c'est la planification à long terme, la rigueur dans la tenue d'échéanciers de projets et le fait aussi de la façon que sont financés les projets met un certain stress à rencontrer des délais. Donc, il accorde une certaine importance dans les projets de ville, des projets qui concernent la ville intelligente pour que ça soit développé parce qu'il y a tellement de choses qui se développent en même temps, c'est impossible de déroger des marges.
c'est ce qui m'a impressionné et ça a l'air de fonctionner. Franchement, il y a des côtés moins positifs de la ville. Disons que certains en parlent comme étant une ville totalitariste où la liberté d'expression n'est pas tellement là. Mais c'est un des endroits où il fait mieux vivre, la qualité de vie est quand même appréciée, un des meilleurs systèmes d'éducation dans le monde. Bref, j'ai des bons mots pour Singapour, disons, et un bon séjour là-bas m'a permis de constater que c'est pas fou. Quelques faits intéressants, le gouvernement de Singapour, il est dans le cloud. C'est pas tous les gouvernements qui seraient prêts déjà à ça. Interpol, grosse société de sécurité d'État, pardon. Et ces bureaux, ces infrastructures de relève sont à Singapour, donc il y a assez de sécurité là-bas pour assurer ça. Alors, c'est vraiment impressionnant comme petite ville, disons. Je me suis amusé à comparer les deux régions pour faire un peu un tableau de comment je vois ça. C'est pas noir ou blanc, faut faire attention là-dedans, mais quand même, ça donne une idée. C'est intéressant de réfléchir, d'en discuter. Donc, si nous autres, chez nous, on parle, il y a beaucoup d'aspects de discussion, de concertation, tandis que là-bas, c'est on teste, on est dans l'expérimentation. On est dans le digital aussi beaucoup plus, dans la connectivité, tandis que nous, chez nous, on met le focus sur la connectivité. La vision directrice qu'il peut y avoir dans les côtés politiques et même la culture asiatique en général, versus ici, chez nous, on met l'accent sur la diversité d'opinion. Et donc, je suis allé comme ça avec des comparaisons des deux. C'est ce qui m'amène à dire, selon vous, qu'est-ce qui permet de dire que ça sera moins croche dans la gestion des projets. Évidemment, il n'y aura pas de réponse maintenant. Là. Vous pouvez commenter si vous voulez dans votre boîte de questions. L'idée, c'est vraiment de dire, évidemment, ça dépend. Dans certains cas, on voit que c'est peut-être plus efficace d'y aller avec un développement intensif des infrastructures avant d'amener les utilisateurs à l'intérieur. De l'autre côté, on a une réalité dans laquelle on doit composer et qui ne doit pas arrêter. On a eu le plaisir de voir les deux, de vivre les deux, et les deux ont leur bon côté, leur mauvais côté, évidemment. Ce que je remarque aussi, surtout, c'est la nécessité quand même de changer de modèle. Donc, on voit l'évolution, puis il y a beaucoup de lectures, beaucoup de littérature là-dessus qui en parle, sur l'intérêt des usagers, qui doit donc la satisfaction des parties prenantes. Où est-il dans les différents projets? Quand on parle de projets majeurs, de villes intelligentes comme ça, évidemment, il y a eu des erreurs, mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est ce qui est la troisième image ici. Donc, il faut que ça soit porté par l'usager. Il y a plus d'incertitude, de complexité dans les marchés. On n'a pas le choix de travailler avec des processus de co-création, de développement participatif. Les acteurs initiaux là, de public, privé, université ne sont pas suffisants afin de résoudre les enjeux que nous vivons dans les différentes villes du monde. Puis on le voit chez nous. Donc, il y a beaucoup d'initiatives de Montréal qui sont faites pour impliquer les usagers dans les processus d'idéation de projets, de conception, même de création, de développement. Il y a beaucoup d'effervescence de ce côté-là et ça se passe à l'étranger aussi. Différemment par contre. Je dois dire que chez nous ici, je suis bien fier de ce qu'on fait là. Ce que je veux aussi vous faire dénoter, c'est que à travers l'implication des citoyens et des parties prenantes, il y a ce défi d'intégration des différents acteurs là. Donc, il faut les faire communiquer ensemble et c'est pas évident. Différents niveaux de gestion, de gouvernement, donc il y a un gros défi qui est là. Puis c'est ce qu'on parlait beaucoup, c'est ce que je retiens beaucoup avec les discussions qu'on a eues à l'étranger. Quand on passe par une ville de consultation à co-construction, disons que ça demande certaines adaptations. Ce qu'on voit beaucoup, tu sais, les gouvernements sont habitués à travailler avec quelques acteurs, payer le gros prix, on travaille avec des entreprises privées, on trouve une solution, voilà, on l'implante. Maintenant, ça passe beaucoup plus justement par des initiatives citoyennes, et puis c'est l'entre-deux où les deux doivent se rejoindre, parce que c'est pas noir ou blanc là non plus. Il y a des situations dans lesquelles ça vaut pas la peine d'impliquer les gens en amont parce que, bon, pour différentes raisons, histoire de délai, histoire de coût, histoire de pertinence, et puis dans d'autres cas, c'est le contraire.
Donc, cette zone d'adaptation-là, de déterminer à quel niveau doivent être impliquées ou pas les différentes parties, c'est ce qui ressort beaucoup, là. Donc, c'est au cœur même de l'innovation et autant technologique que sociale. Je pense que mon collègue va pouvoir vous en parler un peu plus, mais le défi est réellement là, là. Donc, c'est l'important que je veux vous reteniez, c'est ce que je remarquais, disons, c'est de revoir la structure derrière les projets. Donc, le coût que ça représente, l'implication citoyenne, doit être calculé et c'est pas, pour certains vont dire c'est un coût, mais pour d'autres, ça va être un investissement. Donc, faut pas passer par-dessus ça. C'est vraiment c'est essentiel. Là où je vais en venir, c'est que ça coûte de l'argent impliquer des gens et évidemment, plus qu'on demande aux gens de s'engager, moins il y a de gens qui s'engagent. Il faut comprendre que c'est sûr que comme vous et nous, on est des citoyens, mais on est ben là, je suis pas parent dans mon cas, mais il y a des parents, il y a des étudiants, il y a des gens qui ont d'autres passions, qui ont des intérêts personnels qui font que pour la ville, là, de dire j'ai besoin de votre attention, de vous impliquer dans des situations, c'est pas évident. Donc, quand on demande à quelqu'un de s'engager, ben, il laisse de côté ses loisirs, sa famille. Donc, c'est ce qui est à tenir en compte. On a beaucoup de documentation là-dessus qu'on pourrait partager par la suite, là. Ce que je retiens ultimement au terme de cette mission, c'est de comprendre correctement le contexte. Donc, ça nous renseigne beaucoup sur la façon de penser et de réfléchir les projets. Il y a plusieurs perspectives, comme je vous expliquais. L'histoire de l'environnement de confiance entre les différents acteurs, ça prend du temps à mettre en place. Autant chez nous, on le vit, il y a des insatisfactions, on va être plus impliqué. Pourtant, il y a déjà un bon niveau de collaboration qui s'installe. Donc, le moment pour créer l'environnement de confiance prend du temps. De ne pas forcer les citoyens à changer, c'est ce qu'on remarquait. Donc, l'utilisateur final doit participer au changement et plus que ça, porter le changement. Donc, on met l'accent là-dessus beaucoup dans nos recherches. Et ultimement, il faut continuer à s'adapter et rester agile au niveau des modèles d'affaires et de gouvernance parce qu'on vit des situations dans lesquelles c'est du nouveau et les gros projets doivent être gérés comme des petits projets, etc., etc. Donc, beaucoup de défis de gestion de projet à ce niveau-là. Si vous me permettez, je laisse la place à Samir de son côté de parler de l'innovation sociale. Donc, merci Guillaume. Je pense que ça va être super complémentaire en fait parce que Guillaume parle de l'innovation technologique en lien avec les villes intelligentes. Il a parlé beaucoup de participation citoyenne, d'usagers. Et clairement, l'innovation sociale, dans son cœur, c'est les citoyens, c'est la société, c'est la communauté à différents regards. Donc, je vais vous présenter dans le fond le projet Mosaïca, qui s'est déroulé au Brésil. Je vais vous parler un petit peu du contexte brésilien parce qu'il est quand même particulier si on met en parallèle avec au Canada. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de facteurs qui changent et le contexte environnemental aussi fait en sorte que c'est pas du tout la même chose. Alors que malgré ça, il y a quand même énormément d'intérêt à avoir en lien avec les Brésiliens, la façon qu'ils ont de gérer les projets d'innovation sociale. Donc, juste vous faire un petit mot sur le contexte brésilien. Comme je dis, c'est particulier. Pour ceux qui ne le savent pas, le Brésil en ce moment vit une sorte de triple crise. Une crise politique avec, il y a eu Dilma Rousseff qui s'est fait destituer de façon en la zone grise un peu, mais s'est fait destituer en lien avec un petit peu de corruption, présumément corruption. Il y a aussi une crise économique. Le Brésil en ce moment est en décroissance économique. Ça fait en sorte vraiment d'avoir un impact sur la société et donc, vu qu'on parle d'innovation sociale, sur les projets, sur les communautés. Et le Brésil vit aussi une certaine crise morale en fait. Donc, en termes de confiance politique, il y a des petite anecdote comme ça, mais quand on était au Brésil, on s'est fait dire, même au Canada, quand on a un scandale de corruption, c'est quoi? C'est un ministre qui prend quelques milliers de dollars. Là-bas, en fait, on a eu quand il y a un scandale, le dernier qui est sorti, qui s'appelle le Lavagato, c'était 700 millions de dollars. Donc, quand on parle de scandale, de crise de confiance, c'est pas la même chose que ce qu'on a ici nécessairement. Ce qui en découle, en fait, le Brésil, qui pour ceux qui ne le savent pas, une des grandes puissances économiques quand même, par sa taille, par sa population, par la grandeur de son territoire,
c'est un pays qui est non négligeable pour aucun pays dans le monde. Mais qui, par son explosion, a eu l'hyperinflation presque, qui fait en sorte qu'il y a un accès difficile au crédit. Encore une fois, le taux d'intérêt, on a entendu le taux d'intérêt de carte de crédit à 450 %. C'est illégal ici. Donc, c'est un peu ce que ça fait. Ça produit certains effets sur la façon qu'on gère les projets aussi. Donc, quand on parle, par exemple, des crises politiques, clairement, ça donne un effet d'instabilité du financement au niveau gouvernemental. Pour beaucoup de projets d'innovation sociale, le financement, c'est quand même un gros morceau de réussite. Ça, c'est pas juste au Brésil, même au Québec. Le financement, c'est dans la tête de tous les gens qui sont dans des organisations qui gèrent des projets d'innovation sociale. Mais au Brésil, avec la crise politique et la difficulté d'avoir un budget année après année, ça devient encore beaucoup plus un enjeu qui est adressé. Donc, pour les gestionnaires de projets, l'aspect financement est clairement un go-no-go. Sinon, l'accès difficile au crédit, ben, clairement, ça produit un accès au capital qui est quand même plus difficile. Sinon, l'inflation est un peu en lien avec ça. Au Brésil, il y a un besoin d'infrastructure monumentale. C'est un peu drôle parce que Guillaume, justement, parlait du fait que Singapour, ça a explosé en termes d'infrastructure en quelques 50 ans, mais le Brésil est encore en arrière sur l'infrastructure. Sinon, le Brésil aussi, par sa culture, par son environnement, ils ont certains problèmes de productivité. Il y a une éducation, en fait, qui est de qualité assez restreinte dans certains cas. Dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'universités de haut niveau. Donc, au niveau, et même des écoles de métiers comme on a au Québec, il y en a plus ou moins, en fait, qui sont de très haut niveau. Ça fait en sorte que pour un gestionnaire de projet, ben, il y a un certain accès qui est difficile à la main-d'œuvre qualifiée. Donc, aux spécialistes, à toutes les ressources techniques et contributeurs techniques qu'on a besoin dans un projet, il y a une question de difficulté. Et là, je ne prends pas juste au niveau, il y a des facteurs culturels aussi là, qui font en sorte que ça peut être plus difficile. Au Brésil aussi, on fait face à un sacré gros problème de pauvreté. Le Brésil est un des pays les plus inégaux en termes de distribution des ressources au monde. Pour vous donner un indice, là, 22% des familles sont sous le seuil de la pauvreté. Il y a des très gros problèmes au niveau de l'habitation. Vous avez probablement tout le monde ici a entendu parler des favelas, des problèmes qu'il y a eu avec la Coupe du Monde, avec aussi les Jeux olympiques. Ils font face à un sacré problème qui est beaucoup plus gris que ce que je pensais avant d'aller au Brésil. Donc, on va discuter un peu plus tard. Ce que ça fait comme effet, en fait, là, c'est que il y a des nombreux besoins qui émergent de la situation socio-économique du Brésil. Et il y a une nécessité, en fait, de prendre en charge des choses. Bon, tout ça, ça donne un portrait assez... bon, le Brésil, c'est difficile, c'est pas facile. Écoutez, on était quand même assez surpris de voir à quel point, malgré tout ça, il y a une force au Brésil, il y a une implication. Les gens n'attendent pas que le gouvernement agisse nécessairement, ils vont se lancer dans des initiatives, il y a un certain esprit de solidarité, puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que c'est un chef de file. Pour donner un autre exemple, au Brésil, il y a un moment où il y a des terres privées qui ont été des communautés se sont organisées, se sont allées réquisitionner ces terres privées-là. Et maintenant, ça a tellement pris de temps de difficulté qu'ils ont pris le droit d'habiter sur ces terres-là. Donc, c'est un pays assez spécial à ce niveau-là. Ça sera pas bien long. Juste avant d'aller rentrer un peu plus sur le Brésil, je vais juste, puis là, j'invite vraiment les gens à participer à cette question-là, parce que c'est une question quasi existentielle. Qu'est-ce que l'innovation sociale? Nous, en un an, on était 8 personnes qui sont parties au Brésil. On a essayé par tous les moyens possibles de donner une définition sur laquelle on s'entend tous. Et malheureusement, c'est très difficile. Comme vous pouvez voir, l'innovation sociale, ça peut se voir de plusieurs points de vue. Ça peut être de diminuer la pauvreté pour certains, de donner une chance égale à tous, de stimuler l'activité économique locale. Ça peut être vraiment plusieurs choses
contribue au bien-être de la société. Mais toutes ces choses-là sont orientées en fonction de nos valeurs, de nos croyances, de nos expériences, de notre culture. Donc l'innovation sociale au Québec ne représentera pas nécessairement l'innovation sociale en Asie du Sud-Est. Il y a une culture qui est différente, il y a un mode de communication, il y a des traditions qui sont différentes, donc ça fait en sorte de tout relativiser. Mais même dans la même communauté, chaque personne peut, par rapport à ses valeurs, dire écoutez, ça c'est l'innovation sociale pour moi, ça c'en est pas. Et même quand on va là ensuite, si on touche à la priorisation des projets, là, ça devient encore plus gris, parce que comment on priorise différentes innovations sociales. Le Brésil, c'est un excellent exemple. Le Brésil, où il y a pas loin de 18 millions d'habitations qui sont non, soit qui sont pas enregistrées, soit des gens qui vivent dans la rue, mais dans le côté, on reçoit des réfugiés. Donc, comment on priorise ce genre de décision? C'est très, très impacté par nos valeurs, par nos croyances, puis notre expérience. Donc, s'il y en a qui ont une très bonne définition de l'innovation sociale à me donner, qui va être universelle, je vous invite à m'en faire part. Moi, je la cherche depuis un an. Donc, juste pour vous mettre en contexte un peu avec le lien entre la gestion de projet et l'innovation sociale. Ici, on a une définition, par ailleurs, de l'innovation sociale qui a été proposée par le réseau québécois en innovation sociale. Donc, il y a un réseau au Québec qui est en charge de regarder un peu au niveau de recherche et tout, l'innovation sociale. En fait, il y en a plus qu'un, il y en a plusieurs. À l'UQAM, il y a le CRIS, qui est une organisation, un centre de recherche en innovation sociale, notamment. Mais moi, je me suis attardé à la définition du réseau québécois en innovation sociale, qui, en faire un parallèle avec un projet, l'innovation sociale, pour eux, se veut comme une nouvelle idée qui répond à un besoin social spécifique d'une manière plus durable que la solution existante. Donc, le mot durabilité est assez important. Ça ne peut pas être pour le prochain mois, il faut que ce soit un petit peu plus prolongé. Nécessairement, quand on dit une nouvelle idée, ça veut dire l'unité, donc unique. Ça va avec la gestion de projet. Donc, déjà là, on peut voir qu'il y a un parallèle assez important entre la gestion de projet, l'importance d'un gestionnaire de projet, de pouvoir gérer cette incertitude-là. Clairement, des ressources limitées, c'est évident. L'innovation sociale, c'est assez difficile. Ça ne peut pas faire appel à des actions comme une organisation cotée en bourse. Ça doit faire appel à des sources de financement, négociation, des partenaires différents, de l'échange de services. L'incertitude, c'est extrêmement volatile, l'innovation sociale, par le fait de sa complexité. Quand on parle de social, on parle d'une société. On ne peut pas segmenter ça et juste répondre aux besoins d'une partie de la société en tant que telle. Il faut qu'on arrive à répondre à des besoins qui sont très hétérogènes et des fois même qui se confrontent. Par exemple, le besoin des commerciaux et le besoin des particuliers peut être des fois, dans certaines situations, assez différents, quitte même à quand même se rassembler sur le terme que les commerciaux font vivre les particuliers. Il y a une zone grise qui est beaucoup d'incertitude et il y a un temps limité. On a des projets, on a des comptes à rendre aux communautés lorsqu'on est gestionnaire de projet dans ce sens-là. Donc, le parallèle s'est fait assez naturellement pour nous à ce niveau-là. C'est de cette manière-là qu'on a dit, ben, ça c'est à étudier. Et en regardant là-bas, au Brésil, on a vu beaucoup d'innovations sociales, de méthodologies de projet dans les organisations rencontrées, plus ou moins, mais on a vu à quel point ça se juxtaposait assez bien, puis c'était assez complémentaire, on avait des bons échanges avec eux, on pouvait regarder là-dessus. Là, je vais vous parler un petit peu des perspectives intéressantes qu'on a dénotées au Brésil. Il y en a plusieurs, c'est vraiment un compte rendu, c'est un résumé. Il y a eu énormément d'apprentissage qui s'est fait. On parle d'innovation sociale, mais même au point de vue culturel, ça a été assez intéressant. On en reparle à la fin, hein, s'il nous reste du temps, un petit peu des clashs culturels qu'on a eu au Brésil. Mais je vais vous parler dans le fond un peu de la participation active des bénéficiaires, l'importance dans les projets d'innovation sociale. Puis ça, c'est pas juste au Brésil, c'est partout dès qu'on veut toucher une société. De la créativité pour l'accès au capital. Les Brésiliens sont assez créatifs. Vous avez fait part un petit peu de la conjoncture économique au Brésil qui est complexe. Les gestionnaires de projets se doivent de pouvoir trouver du capital pour pouvoir avoir les ressources qu'il faut pour mener des projets. Je vous parlais aussi des facteurs de succès qu'on a rencontrés, qu'on a étudiés au Brésil, qu'on a vu, qu'on a partagé avec les gens et qu'on s'est fait partager surtout parce que ça a été beaucoup d'échanges, ils nous ont donné beaucoup les gens là-bas et des défis particuliers qui se posent à l'innovation sociale qui pourraient être même universels.
Donc, au niveau de la participation active des bénéficiaires, c'est intéressant parce que Guillaume, on en parlait un petit peu avant. Il se posait la question, est-ce que lorsqu'on construit une ville à zéro, il faut inclure les bénéficiaires dès le début? C'est une question c'est assez logique parce qu'on se dit, si on inclut les bénéficiaires dès le début, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, comment on peut faire pour développer la ville? Donc, il y a vraiment une zone grise là-dessus. Nous, dans le fond, on est, en discutant là-bas, on a vu que dans les projets vraiment d'innovation sociale où on touche une société, on veut améliorer leur bonheur de façon durable, il y a un certain aspect qu'on n'a pas l'habitude de voir en gestion de projet général où traditionnellement, on s'associe aux paramètres de coût, de délai, de qualité pour associer au succès d'un projet. Dans les projets d'innovation sociale, certes, les coûts sont importants parce qu'on ne peut pas faire vivre un projet trop longtemps si on n'a pas les ressources nécessaires. Il faut donc surveiller les coûts pour s'assurer que ça soit faisable. Les délais aussi, parce qu'on a des comptes à rendre à une société, les projets, il faut qu'ils finissent. Qualité, clairement. Sauf que ce qu'on voit aussi, c'est l'importance de l'implication des bénéficiaires. Et justement, une citation d'Albert Camus que je trouvais assez sympathique. La fin justifie les moyens, mais qu'est-ce qui justifie la fin? Donc, en gros, on est une société qui est orientée vers les résultats. On a besoin de résultats tangibles. Mais qu'est-ce qui justifie ces résultats? C'est la question qu'on se pose un peu quand on parle d'innovation sociale. Et ce qu'on a vu, c'est que parfois, les résultats sont importants, sauf que des fois, l'implication des communautés est encore plus importante que les résultats finaux. Je vais vous donner des exemples pour appuyer ça, mais c'est vraiment ce qu'on a vu, là-bas. Un projet d'innovation sociale, contrairement à une organisation qui est cotée en bourse ou même une organisation qui vise à faire du profit, où l'objectif est quand même assez simple, oui, il peut y avoir certains paramètres culturels d'organisation, mais le but c'est de faire de l'argent. L'innovation sociale, comme vous avez pu voir, c'est assez gris, ça correspond à tout. Mais l'élément donc qui va décider de l'importance des résultats, c'est est-ce que les gens sont présents. Et je peux vous donner un exemple. On a été dans une coopérative, on a visité une coopérative d'habitation au Brésil qui s'appelle Coabras. Et un des facteurs, en fond, de réussite, c'est est-ce que les gens viennent participer aux séances d'éducation populaire. Donc, l'éducation populaire, c'est une valeur de base pour cette organisation-là. C'était directrice, c'était un élément directeur du fonctionnement de l'organisation, et c'était aussi, voire plus important que le résultat de la coopérative d'habitation. C'était de changer justement cette perspective des gens, de pouvoir échanger avec eux, qui se sentent confortables, qui prennent confiance, parce que c'est important pour une communauté de prendre confiance, et c'était encore plus important que le résultat, parce que le résultat, dans ce cas-là, venait 15 ans après. Je vais vous parler un peu plus de cet exemple-là tout à l'heure, mais c'est comme ça. Dans d'autres cas, par exemple, dans les favelas au Brésil, on a vu à quel point, oui, le résultat, c'est important. On a été dans un projet où ils cartographiaient en fait les niveaux de vie des favelas. Et oui, c'est important, une cartographie, pour avoir les niveaux de service, mais c'est impossible de le faire si on n'a pas la confiance des communautés. Et donc, leur implication est aussi importante que le résultat final. On veut qu'ils prennent confiance des communautés. Donc, ça diverge un peu du schéma habituel qu'on est habitué, malgré le fait qu'on sait que dans les projets en général, on veut impliquer les utilisateurs pour un meilleur résultat. Là, on veut impliquer les utilisateurs pour qu'ils se sentent impliqués. C'est différent. Donc, je parlais de créativité pour l'accès au capital, et je peux vous dire que ça a été un élément qui nous a frappé dès le début. La créativité, c'est au niveau... D'ailleurs, une autre anecdote, quand on était au consulat général du Canada, ils nous ont expliqué comment les Brésiliens négociaient. Assez intéressant. On a une rencontre de business de 1 heure, on a fait quelques milliers de kilomètres pour venir au Brésil en tant que Canadien, rencontrer un possible partenaire. Puis pendant sur les 60 minutes de notre meeting, on a 55 minutes où on parle de la vie, comment l'équipe de foot a joué hier, la famille, comment elle va, même si on ne se connaît pas. Il y a un gros travail relationnel. Les 5 dernières minutes, on signe le contrat. Et une fois qu'on signe le contrat, ensuite, c'est là où ils vont commencer à se dire, oui, on n'a pas encore d'argent, on va travailler ensemble, on va trouver l'argent, on va aller chercher ça, on va être créatif, puis on va trouver. Donc on l'a vu même dans les projets d'innovation sociale. D'ailleurs, à l'université, ils ont des cours de recherche et de financement
dans une université. Il y avait des cours juste pour le financement d'organisations sociales. Donc, en termes d'écréatif, qu'on a vu, premier, on a vu l'épargne collective pour l'accès à la propriété. Donc, en gros, ce que ça signifie, c'est 60 personnes à peu près qui vont ensemble financer l'achat d'un terrain pour que dans 15 ans, il y ait éventuellement une maison. Donc, tout ça par ce processus-là, ensuite, d'éducation populaire, puis de faire en sorte qu'ils apprennent de plus en plus. Mais on se posait la question, en fait, en équipe, on se disait, est-ce que c'est possible d'appliquer ça au Québec? 60 personnes qui économisent ensemble pour s'acheter un terrain. Est-ce que c'est possible? Dans une perspective à très long terme, dans 10-15 ans. Nous, ça nous a un peu... Juste le fait qu'on se pose la question, on a commencé à réfléchir, on s'est dit, wow, c'est assez créatif. Un n'est pas capable de s'acheter un terrain. À 60, ils sont capables de s'acheter un terrain. Ensuite, pour se financer, l'organisation va faire appel à un microcrédit avec une organisation internationale qui vont aller essayer de chercher pour ensuite pouvoir faire un prêt à ces gens-là, éventuellement, pour qu'ils puissent construire leur maison là-dessus. C'était assez spécial de voir ça, de dire qu'il y a 60 personnes ensemble. Et pour que ces gens-là aient accès, il fallait absolument qu'ils assistent au cours d'éducation populaire sur l'épargne, sur le crédit. Donc, c'était vraiment un exemple intéressant. Eux, d'ailleurs, utilisaient beaucoup de gestion de projet. Ils étaient très méthodologiques là-dessus. Sinon, ce qu'on a vu, on a vu des coopératives, en fait, des coalitions de coopératives qui avaient des visions politiques complètement différentes. Donc, la raison pour laquelle ils s'alliaient ensemble, ces coopératives-là, c'était parce qu'ensemble, ils pouvaient faire face aux changements politiques. Ils étaient un bloc, et s'il y avait un changement politique qui faisait en sorte que telle organisation n'avait pas la même vision politique que le gouvernement en place, mais c'était beaucoup plus difficile pour le gouvernement de refuser de continuer à financer cette organisation-là parce que c'était une coalition beaucoup plus forte, malgré le fait qu'ils avaient des visions politiques diversifiées. Donc, ça veut dire des organisations qui n'ont pas du tout le même schéma politique. Par exemple, la coopérative qu'on parle, c'est une coopérative pour la métallurgie, mais il était beaucoup plus une politique de gauche et il faisait une alliance avec des coopératives beaucoup plus de droite pour faire un gros bloc, représenter les coopératives, puis faire en sorte que les changements politiques n'affectent pas trop leur financement. On a vu aussi beaucoup de microcrédits, comme j'ai dit. En fait, c'est drôle parce que le microcrédit au Brésil, c'est du crédit au Québec. Étant donné les taux d'intérêt qui sont faramineux, ils arrivent à avoir des taux de microcrédit de 4-5% parfois. Donc, c'est un taux de microcrédit qui n'est pas nécessairement si petit que ça, si on regarde certains prêts qui peuvent être faits. Il y a énormément de services à la société qui vont faire pour se financer. Par exemple, on a été visiter 2 organisations qui, pour financer leur activité, en fait, ils offraient des cours de langue qui sont donnés par des réfugiés. Donc, qui n'étaient pas dans leur scope initial, qui n'étaient pas nécessairement dans l'envergure de l'organisation initiale, mais il y avait besoin d'un financement à un moment donné. Ils se sont dit, pourquoi pas, on va se faire financer par des Donc, sinon aussi, il y a des services contractuels dans d'autres entreprises privées et gouvernementales. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qu'on a rencontrées que tout ce que vous avez vu ici, quasiment, ils l'appliquaient dans leur organisation pour se financer. Donc, c'est assez intéressant. Ils ont des réseaux incroyables, très complexes pour pouvoir arriver à avoir le bon partenaire, que ce soit financier ou non financier, du troc ou quoi que ce soit. Très complexe, sans service, très informel comme façon de se financer parfois. Donc, au niveau des défis, des obstacles qu'on a rencontrés et qu'on s'est posé comme question ensuite, qui peuvent être assez... adopter une vision systémique, là, c'est beau à dire, c'est très complexe dans un contexte d'innovation sociale, où l'impact des projets est très complexe à identifier dans la communauté et dans ce qui paramètre la communauté. Par exemple, dans les favelas, encore une fois, on a eu un exemple qui est assez marquant en termes de vision systémique, justement, puis d'impact des projets sociaux. Il y a un moment où le gouvernement a essayé d'instaurer l'électricité dans les favelas. Et il y avait de la difficulté, le gouvernement. Il disait, ça marche pas, je ne sais pas pourquoi, les communautés ne veulent pas d'électricité. Et après vérification, ils se sont rendus compte, dans le fond, qu'il y avait eu un réseau interne qui s'était fait pour avoir accès à de l'électricité. Et ils voulaient garder ce réseau-là parce que s'ils commençaient à avoir accès au réseau du gouvernement, nécessairement, ça voulait dire de payer des taxes sur l'électricité.
Et quand on parle de populations qui ne sont pas nécessairement aisées, ils préféraient garder leur informalité, leur système où ils s'auto-organisent, qui fonctionnait pour eux, informel, que faire affaire avec le gouvernement, qui lui, par contre, voulait. Donc, c'est un peu pour ça. Il y a eu énormément aussi de difficultés à évaluer, quantifier les impacts et les bénéfices, comme je viens de vous le dire. Le transfert de connaissances est aussi assez difficile pour certaines organisations. Donc, ça fait en sorte parce qu'il y a un transfert de connaissances qui doit être fait au niveau tacite aussi. Donc, le lien avec la communauté, c'est un transfert de connaissances qui ne se fait pas nécessairement de façon méthodique. Il faut le vivre pour le faire. Sinon, énormément de collaboration interorganisationnelle. Et clairement, un des défis, c'est la dépendance envers l'État pour se financer. Et le gros défi, c'est de se développer une indépendance face au gouvernement. C'est un même défi qu'on a ici d'ailleurs au Québec. Au niveau des facteurs de succès, en fait, qu'on a identifié, donc déjà une vision à long terme très importante, d'avoir une phase de faisabilité qui est assez longue, qui fait en sorte d'entretenir un lien avec les communautés avant d'implanter le projet, et aussi une post-implantation, si on veut. Donc, après la définition d'un projet qui est terminé doit être plus longue parce qu'il doit avoir, on doit s'assurer que le transfert s'est bien fait, que les gens se sont bien faits, qu'il y a un nouveau lien de confiance qui s'est bâti, et que les gens sont capables de le faire par eux-mêmes ensuite, de prendre en charge la solution. Une vision balisée et claire, clairement, c'est important. Des leaders locaux pour diriger les projets. Donc ça, c'est très important. Oui, il y a les compétences du gestionnaire du projet ou du leader d'équipe, mais en parallèle, il y a l'importance que ce soit quelqu'un de local, la légitimité de cette personne qui est associée à son statut dans la communauté. Quand il y a un inconnu qui vient nous voir dans une favela, ça avait tendance à marcher plutôt mal. Donc l'ONU, par exemple, ce qu'il faisait, il cherchait des leaders locaux qui allaient former, qui allaient faire en sorte que ces leaders-là puissent prendre en charge les solutions dans les communautés. Un autre point, c'est l'équilibre entre la professionnalisation et l'implication émotionnelle. Donc, quand on parle de ça, c'est qu'il y a beaucoup de militantisme qui se fait avec les organisations qui œuvrent pour offrir des meilleures conditions aux sociétés et aux communautés. Mais il y a un équilibre à avoir entre le degré d'implication émotionnelle, de militantisme, puis notre degré de professionnalisme, de méthodologie. Et ça, on l'a vu, dans certaines organisations, ils étaient beaucoup plus professionnels que d'autres, qui étaient des fois plus impliqués émotionnellement. Puis dans d'autres, on a vu l'inverse, des organisations qui, des fois, se posent la question, pas se posent la question, des organisations qui veulent quasiment juste rester en vie, donc qui veulent continuer à pouvoir vivre, et la professionnalisation, ils ont une méthodologie mais ils oublient un peu l'essence de ce qu'ils font. Et ensuite, dernier point, l'espace physique pour interagir avec la communauté, c'est primordial. Il faut un endroit où les gens se voient, se touchent, se parlent. Si on veut que ça puisse fonctionner, le virtuel ne fait pas tout. Donc, parfait. Donc, c'est ce qui conclut en fait ma portion. Maintenant, on est libre de poser, vous êtes libre de poser plein de questions, sans aucun souci. On voit ici qu'on a déjà une question. Donc, la question, je pense qu'elle est adressée à Guillaume. Je vais t'aller, Guillaume, puis je te laisse compléter ensuite. Donc, quelle est la part des entreprises privées, des entités gouvernementales dans les initiatives de ces projets? Donc, des projets dans les villes intelligentes. Les gros projets de villes intelligentes, que je remarque, bon, Malaisie, c'est différent de Singapour dans la mesure où la créativité, on pourrait dire à ce niveau-là, au niveau des associations, est là. Donc, il y a beaucoup d'associations qui travaillent avec les gouvernements et avec les entreprises privées pour mener à terme et financer ces projets-là. Tandis qu'à Singapour, on parle du Singapour Inc. OK? Donc, ça fait un certain clash. C'est une nation très riche et le gouvernement est assez omniprésent autant dans la sphère publique que dans l'organisation et la gestion des projets. C'est ce qui peut-être, ça, le fait qu'ils sont assez présents et qu'il y a tellement un palier de gouvernement explique ce que je disais tantôt relatif, les projets se livrent dans le temps et c'est assez impressionnant là, de voir tout ce qui se développe. J'ai pas eu la chance de vous partager tous les exemples que j'avais, mais croyez-moi sur parole. Donc, côté gestion de projet, de ville intelligente, ils ont une bonne longueur d'avance. Je pense qu'ils prétendent devenir, et qu'encore là, j'ai bien dit prétendre, chacun se bat pour sa portion du gâteau, mais d'être la nation la plus intelligente au monde l'année prochaine.
Donc, je leur souhaite bonne chance. Nous, Montréal, on travaille fort aussi pour se faire reconnaître sur la scène internationale. Donc, à chacun sa chacune. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui avaient des questions. Évidemment, moi, j'en ai pour Samir. Je ne sais pas si Samir en a préparé pour moi. Mais ce que je retiens beaucoup, c'est... Dans les deux cas, c'est qu'on a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'éléments qu'on a remarqués et à un certain point, faut décider de quoi on veut parler. Mais Samir, je ne sais pas si toi, pour moi, tu aurais des questions là, qui peuvent m'amener dans une autre sphère que j'ai pas parlé. Oui, en fait, c'est que tu parlais à un moment de... Moi, j'ai une question, c'est que tu parlais à un moment les citoyens qui ont une famille, qui ont d'autres intérêts des fois que de participer. Et moi, ce que je veux te poser comme question, c'est est-ce que tu penses que c'est une question d'intérêt ou c'est juste une question des canaux de distribution qui ne se trouvent pas à les atteindre? Par rapport à ce que j'ai vu là-bas versus ce qu'il y a ici, parce qu'ici, j'ai beaucoup de recherches sur les initiatives qui ont été mises en place pour rejoindre les gens. Il y a différentes façons de faire. Le numérique en est une des façons, d'aller chez les gens au lieu de les faire venir dans des assemblées générales, des choses comme ça, pas des assemblées générales, mais des consultations citoyennes, disons. Donc ça se passe. Là-bas, qu'est-ce qui pourrait expliquer, c'est difficile à dire, je te dirais que c'est la culture asiatique, les villes comme Singapour qui sont très, très business. Il y a des écarts de pauvreté, mais essentiellement, on voit beaucoup des gens qui sont, comment je dirais, là, focus sur le travail et qui travaillent pour des grandes entreprises internationales, qui sont établies là-bas. Est-ce que ça explique en partie comment ça se passe? Je crois que oui. Puis tu sais, dans ces cas-là, justement, le numérique fonctionnait mieux de ce qu'on apprenait, de ce qu'on a remarqué. Ils utilisent beaucoup les métros, les transports en commun. D'ailleurs, c'est un des endroits, en Asie du Sud-Est, c'est le top, qui sont au top du palmarès, disons. Mais ils utilisent les transports en commun qui sont omniprésents pour passer des messages et pour amener les gens à s'impliquer. Donc, on avait sur les murs là, des panneaux qui indiquaient un peu la vision de la ville, où c'est qu'ils voulaient s'en aller, comment les façons de s'impliquer. Donc, ça a été quelque chose que j'ai remarqué là-bas qui était très intéressant. Là. Ben oui, justement. Pendant qu'on y est. Je me demandais pour toi, Samir, donc vous étiez parce qu'il y a le projet, il y a ce qu'on a vécu là-bas, mais l'organisation d'un projet comme ça, on disait tantôt que ça prenait 1 an. Peux-tu nous parler un peu de l'expérience? Puis, tu sais, on part dans l'idée, on part à faire un projet. Ce genre de projet-là, c'était quoi versus un projet un projet d'entreprise, là, c'est pas pareil du tout. Parfait, ben écoutez, c'est assez spécial parce que ce projet ressemble, dans un certain sens, ressemble à des projets qu'on pourrait avoir dans des organisations. C'était une structure matricielle, donc chacun de nous, on avait des rôles, des responsabilités dans d'autres projets. Vous êtes tous des PM, finalement, qui étudient en vue de devenir... exact. Donc, je pense que on avait la chance d'avoir une équipe qui était quand même multidisciplinaire. Donc, on avait tous des compétences différentes, mais on a eu à avoir à gérer notre temps, c'est clair. Et je pense que du fait qu'on était justement 7 PM, c'est sûr que ça a fait en sorte qu'on avait... Je pouvais pas prendre le rôle nécessairement d'un PM et de planifier tout d'une façon qu'on ferait dans une organisation auquel chacun avait sa partie puis était capable de la planifier elle-même, lui-même, sans avoir ce besoin nécessairement de regarder tous nos contributeurs, d'aller planifier avec eux pour s'assurer qu'ils étaient tous assez autonomes dans ce niveau-là. Mais dans toute structure matricielle, nous, la différence, par contre, c'est que contrairement dans un projet dans une organisation, on avait le bonbon à la fin, on partait. Donc, c'est sûr qu'au niveau de mobilisation, clairement, c'est pour mobiliser nos contributeurs, quand on sait qu'on s'en va au Brésil, même si c'est pour une mission, il y a quand même quelque chose d'inattendu et d'intéressant qui se produit. Et le sujet a été choisi aussi tous ensemble en consensus, ce qui fait en sorte que chacun choisit son projet.
ce qu'il y a dans une organisation n'est pas toujours le cas. On ne choisit pas toujours nos projets. Des fois, on a des projets auxquels on est moins intéressé, puis là, il faut aller chercher l'intérêt. Là, l'intérêt était déjà là. C'est un peu ce que j'ai à dire là-dessus. Ça, je ne sais pas si tu as quelque chose à ce niveau-là, parce qu'on a vécu un peu la même expérience, mais dans deux contextes différents, avec des équipes différentes. Je ne sais pas ce que toi, tu as vécu. Écoute, ça fait 1 an déjà de mon côté que la délégation a pris fin. On a passé le flambeau. Je suis content de voir comment ça s'est passé de votre côté. Ça s'est très bien passé du l'autre aussi. Donc, on avait une plus petite équipe et je vois, là, donc je sais qu'il y a plusieurs dans l'auditoire là qui sont des étudiants et ou anciens étudiants. Il y a une popularité au niveau de la délégation qui, à chaque année, dans le cadre de la maîtrise, est indéniable. Puis nous autres, on a été les 6 heureux élus, donc on travaillait toujours un peu avec cette mentalité-là en tête. Donc, le bonbon, comme tu en parles, c'était un peu l'élément motivateur. Je te disais combien de fois on a changé de logo et de destination, par exemple, au début. C'est assez impressionnant. C'est un peu difficile pour nous. On est les clients pratiquement d'un projet en étant les organisateurs. C'est certain qu'on travaillait pour la maîtrise, pour établir des liens. On travaillait aussi pour faire des ponts puis partager après ça dans la communauté en gestion de projet. Donc, mais essentiellement, c'est nous qui prenions les décisions au final. Donc, ça a été assez drôle à ce niveau-là. Parfait. On a une autre question aussi, peut-être que ce sera la dernière, mais c'est, dans le fond, comment on gérer les échéanciers, puis les coûts en Asie, au Brésil, VS, au Québec. Bon, déjà là, je vais commencer à répondre en 1 minute, puis je te laisse répondre après. Déjà là, Asie, Brésil, Québec, c'est 3 complètement différents modèles. Le Brésil est complètement différent de l'Asie, c'est en fait l'inverse. Au Brésil, les coûts, ça vient, mais les coûts, on va toujours en trouver de l'argent. On va être capable d'en trouver de l'argent, pas de problème, on va être créatif, on va réseauter, on va trouver quelqu'un qui va nous rendre un service. C'est très, très, très informel. D'où le fait que les compétences en gestionnaire de projet au Brésil, et là je parle en général, de ce qu'on fait dire, pas juste pour l'innovation sociale, il faut être capable de toucher une équipe, de l'engager d'une façon très informelle. Il faut s'intéresser à sa famille. C'est pas juste une question. Mais en termes d'échéancier et de gestion de coûts, c'est un défi au Brésil de gérer un échéancier et de gérer des coûts. Ça, c'est garanti. Pas mal sûr que ça va être le plus un défi qu'en Asie. Je vais te laisser finir avec la vie. Au Brésil, c'est un enjeu clair. Oui, puis il y a le Québec à travers ça aussi. C'est ça. Chez nous, on connaît notre réalité. En Asie, ce que je peux dénoter là, qui est différent de chez nous, je parlais de Singapour Inc. Le capital est là. C'est plus une histoire de on livre rapidement, peu importe le prix. C'est ce que je retiens. Les ambitions de Singapour, comme je disais un peu plus tôt. Donc, l'accent était surtout sur on livre dans les temps, coûte que coûte. Avec le fait que le gouvernement mettait une bonne partie du financement, donc il y a le contrôle aussi derrière ça pour faire avancer les choses, puis il y a la petite banque pas trop loin de lui, disons là. Tandis que chez nous, bien évidemment, la complexité, les différents acteurs au niveau canadien, québécois qui interviennent dans les financements de projets, la place qu'on accorde aux citoyens fait en sorte que dans les deux cas, échéancier et coût, et aussi le fait qu'on est, en tant que dans notre culture locale, on scrute à la lettre ce qui se fait par les entités gouvernementales, donc les projets de ville intelligente qui sont des gros projets majeurs qui nécessitent beaucoup d'intervenants. C'est pas géré de la même façon, et puis c'est ce que je retiens si on parle sur cette question-là. Merci pour cette question, Luc. Parfait. Donc, sinon, on est presque arrivé à terme. Juste avant, est-ce qu'il y aurait des questions, en fait, d'autres questions dans l'auditoire avant qu'on entende la fermeture? On vous donne aussi ici nos coordonnées. N'hésitez pas à nous poser des questions, même après si vous en avez. Il n'y a pas de problème, on est là pour y répondre. C'est d'ailleurs une des raisons, puis l'essence des délégations, c'est de pouvoir partager ensuite ce qu'on vit, ce qu'on a eu comme impression, gestion de projet, mettons aussi au niveau culturel.
à l'entour de nous. Donc, gênez-vous pas pour nous poser des questions, même si c'est pas maintenant, parce que ça se conclut. Vous avez nos courriels ici, et on va se faire un plaisir de pouvoir vous répondre si vous nous posez des questions, peu importe sur la façon qu'on a mené le projet ou nos résultats. Donc, je ne sais pas si tu as un petit mot pour la fermeture, Guillaume. C'est très spécial de ne pas pouvoir vous entendre et de juste être à distance avec vous. J'espère que vous avez apprécié. On a eu du plaisir, nous, à le faire avec les enjeux techniques que nous vivons. Mais sachez que nous, c'est ça, de notre côté, on a eu beaucoup de plaisir. Alors, j'espère que c'est la même chose pour vous. Et puis, donc, on se reparle dans d'autres occasions, dans d'autres événements du PMI, sans problème. Vous pouvez nous contacter aussi. Exactement.